Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Early et je suis heureux de vous retrouver. Dans cet épisode, nous allons à nouveau braquer les projecteurs sur les titres de la presse internationale concernant le Maroc. Le mois dernier, à La Havane, le représentant du Polisario s'est rendu au siège de l'ambassade du Venezuela à Cuba pour signer une pétition lancée par le président Maduro intitulée « Non à Trump ». Le président Maduro est à l'origine de cette initiative pour encourager l'opposition internationale contre les sanctions US infligées au Venezuela. Il devait présenter cette pétition au secrétaire général des Nations Unies lors des plénières de l'Assemblée générale à New York à la fin du mois de septembre. Mais soyons clairs, le Polisario ne compte pas un nombre important d'alliés sur la scène internationale. Ses plus grands soutiens sont l'Algérie, Cuba et le Venezuela. À travers cette position prise à La Havane et la signature de la pétition au siège de l'ambassade du Venezuela, il apparaît que le Polisario entreprend plus d'actions pour s'isoler de la communauté internationale. Non seulement il ne bénéficie de soutien d'aucun grand pays responsable dans le monde, mais il s'est aussi positionné du côté des pires acteurs de la communauté internationale. Je citerai parmi ces partis l'Iran, le Hezbollah et d'autres organisations terroristes dans la région du Sahel, ainsi que des bandes de trafiquants de stupéfiants et d'êtres humains. Avec toutes ces liaisons criminelles et terroristes, on est stupéfait de savoir que d'aucuns pensent que le Polisario est une organisation à qui on peut faire confiance. Surtout quand on compare ça à la proposition du Royaume du Maroc d'un plan d'autonomie au Sahara. Dans cet épisode, nous allons décortiquer tous ces rebondissements et leur signification pour le Maroc et le Polisario. Est-ce que le président Maduro est un allié actif pour le Polisario? Que va faire le nouveau président vénézuélien Juan Guaidó pour changer la politique du Venezuela concernant l'affaire du Sahara? Comment se positionnent les autres pays d'Amérique latine par rapport à cette question? Que peut-on attendre des autres pays du continent concernant ce conflit? Quelle lecture peut-on faire des résultats de l'Assemblée générale de l'ONU par rapport à tout ça? Et enfin, quelle perspective pour la politique des États-Unis pour traiter avec le Polisario dans le futur? Tout de suite, et avant d'accueillir mon invité pour répondre à toutes ces questions, on écoute mon confrère participant, J.D. Gordon. À vous, J.D. J.D. Gordon. Over to you, J.D. Merci Adam, je suis heureux d'apporter ma contribution à cette émission. Les décideurs à Washington commencent à prendre conscience que le Polisario a rejoint un groupe de pays voyous comme le Venezuela et Cuba. Des pays qui s'opposent à la primauté de la loi et à la bonne gouvernance dans l'administration. Ce sont des pays socialistes. Le Polisario a rejoint ce groupe pour signer la pétition « Non à Trump », un acte enregistré au siège de l'ambassade du Venezuela et Cuba afin de passer un message et récolter 13 millions de signatures pour les présenter à l'ONU en critiquant les États-Unis et le président Trump. Je pense que ceci ne servira aucunement le Front Polisario parce que le président Trump ignore tout du Polisario. Le fait que le Polisario rejoigne le groupe d'États voyous que le président Trump connaît et à sa tête le dictateur Maduro qui a pris en otage la démocratie au Venezuela et qui gère le pays comme si c'était une bande criminelle. Cuba est également un État voyou.
un pays communiste qui a longtemps été l'ennemi des États-Unis depuis la présidence de Kennedy. Cuba est aussi l'ennemi de la liberté, même contre son propre peuple. Par conséquent, le fait que le Polisario rejoigne ce mouvement anti-États-Unis et anti-Trump est une décision qui n'est pas du tout sage. Nous avons observé ici à Washington comment le président Trump est prêt à discuter avec des pays opposés aux intérêts des États-Unis s'ils sont disposés à entamer des négociations pacifiques pour arriver à des compromis mutuellement acceptables. Le président Trump a dialogué, par exemple, avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui est un dictateur communiste, mais qui a démontré qu'il était prêt à dialoguer pour parvenir à la paix. Cependant, le fait que le Polisario rejoigne le Venezuela et Cuba, cela signifie que le Polisario ne veut pas de paix avec les États-Unis. Au contraire, le Polisario mène une guerre contre le président Trump et contre les États-Unis. Cette action aura des effets néfastes pour le Polisario. C'est une action aventureuse parce que le président Trump voit en eux des ennemis qui le combattent. Le président Trump fait face à tous ceux qui le combattent et il excelle dans cela. Je parle en connaissance de cause. Je connais le président Trump parce que j'étais le directeur de la sécurité intérieure pour sa campagne électorale. Je sais qu'il se passionne pour l'affrontement. Son épouse Melania dit tout le temps que si quelqu'un essaye de le frapper une fois, il répondra en frappant 10 fois. Il aurait fallu que le Polisario travaille pour avoir la compassion du président Trump et non pas s'aventurer à rejoindre le mouvement des pays socialistes, communistes, dictatoriaux et voyous. D'un autre côté, quand le Polisario a choisi d'ouvrir les hostilités avec Trump, il a choisi de déclarer la guerre aux États-Unis parce que c'est le peuple américain qui a choisi Trump lors des élections de 2016. Quand on dit non à Trump, on dit automatiquement non aux États-Unis. En toute franchise, ce n'est pas une position confortable pour le Front Polisario. S'ils espéraient une paix, s'ils aspiraient à une forme d'autonomie et au règlement de la question du Sahara tout en y trouvant leur compte, il est plus judicieux pour eux de chercher à établir des relations meilleures avec le président américain et non ouvrir des hostilités avec lui. Le fait de s'engager dans un conflit pareil est opaque et incompréhensible. Se solidariser avec des États voyous comme Cuba et le Venezuela, c'est insensé. Ils accuseront de mauvais résultats par rapport à ce qu'ils viennent de faire parce que le président Trump va répliquer et ils en paieront le prix fort politiquement parlant. En tant qu'ancien porte-parole du Pentagone lors de la présidence de George Walter Bush et en tant que connaisseur du dossier du Sahara, je peux vous assurer que le président Trump se penchera sur cette question et sa réponse viendra en conséquence. Alors j'espère que le Polisario révisera ses positions. Adam, vous avez la parole. Thank you, JD, for that. Merci JD pour cette excellente analyse et pour votre participation à cette émission, en espérant échanger à nouveau dans les prochains épisodes. J'accueille à présent notre invité, Joseph Umire. C'est un expert international en sécurité et spécialiste des menaces transfrontalières. Il est également directeur exécutif du Centre pour une société libre et sécurisée à Washington. Joseph Umire est un confrère chercheur au Forum pour le Moyen-Orient. Il a auparavant travaillé avec les Marines. Joseph a aussi dirigé l'Institut Atlas d'études économiques. Il collabore avec plusieurs médias comme Fox News, Washington Times, le site Breitbart, la chaîne hispanophone du réseau CNN et Telemundo. On retrouve souvent ces mises en perspective devant les membres du Congrès et au Pentagone sur les développements dans l'hémisphère occidental, surtout concernant le terrorisme et les menaces transfrontalières.
Bienvenue dans cette émission, Joseph. Commençons par cette information principale. Des représentants du Front Polisario se sont dirigés vers le siège de l'ambassade du Venezuela à La Havane pour signer cette pétition. Est-ce que c'est une grosse affaire et quelle est votre appréciation par rapport à ce que l'on peut qualifier de l'alliance des hors-la-loi? Merci de m'avoir invité à participer à cette émission, Adam. Au département d'État, il y a un terme qu'on utilise, c'est le croisement. C'est-à-dire que les réseaux se croisent. Les réseaux traditionnels, les réseaux hors la loi, comme les organisations criminelles et terroristes, et dans notre cas, c'est le croisement des réseaux appartenant à un État ou à l'une de ses branches avec ces réseaux. On a par conséquent un réseau mondial d'acteurs qui compte des mouvements internationaux et locaux, qui adoptent un discours haineux et qui a des revendications avec une certaine animosité. Dans le voisinage de l'Occident, on voit ça en Amérique latine sous la houlette de Cuba et du Venezuela qui dirigent depuis longtemps les mouvements hostiles aux États-Unis et à l'Occident, poussés par un mouvement appelé Forum de Sao Paulo et fondé par Fidel Castro, Lula da Silva et Hugo Chavez, qui a fait ses premières armes dans ce mouvement. Et ce sont tous des soutiens au Front Polisario et qui l'ont adopté dès sa naissance. Après le sommet des non-alignés, tenu à Caracas au mois de juillet dernier, la réunion annuelle du Forum de Sao Paulo a été organisée toujours à Caracas. Et lors de cette réunion, ils ont réitéré leur solidarité avec le Front Polisario. Contre ce soutien qu'ils apportent au Polisario, qui est géographiquement loin d'eux, ils bénéficient de la facilitation de contact avec des réseaux hors la loi qui se trouvent dans la région du Sahara. Laissez-moi vous interpeller sur ce que vous avez expliqué comme croisement des principaux acteurs, comme Cuba et le Venezuela, avec des organisations non officielles, comme le Polisario et le Hezbollah. Même si vous ne l'avez pas évoqué, il est actif en Amérique latine. À votre avis, qui bénéficie de ce lien entre les pays et les organisations non officielles? En d'autres termes, est-ce qu'un groupe comme le Polisario tire profit du Venezuela et de Cuba en ce qui concerne la reconnaissance internationale, ou est-ce que c'est plus néfaste qu'autre chose, puisque tout le monde considère Cuba et le Venezuela comme des États voyous? Tout dépend de comment on se positionne. D'un point de vue occidental et américain, ceci n'aide en rien ces pays. Le régime de Nicolás Maduro en Amérique latine n'est reconnu par presque aucun membre de la communauté internationale. Il y a 60 pays qui ne reconnaissent pas ce régime. De ce point de vue, ceci n'aide pas le Front Polisario s'il veut obtenir la légitimité internationale. Il y a par ailleurs un autre groupe de pays comme l'Iran, la Corée du Nord, la Syrie, la Russie et la Chine qui soutiennent ce front. C'est ce qui explique ce soutien indéfectible de Maduro au Polisario. Sa présence au Venezuela lui garantit le soutien de cette partie du monde. Et si ce soutien s'évapore, il perdra immédiatement son pouvoir au Venezuela. Le Front Polisario comprend parfaitement cela et c'est son seul choix parce que personne ne le soutiendra en Amérique latine s'il n'adhère pas à ces activités hors la loi. Chers téléspectateurs, après une courte pause, nous braquerons les projecteurs sur le Front Polisario et sur ses relations avec les autres pays d'Amérique latine, y compris les gouvernements et les mouvements non gouvernementaux. Chers téléspectateurs, bienvenue à nouveau dans cette émission, votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre invité aujourd'hui est Joseph Oumire, expert en terrorisme et en menaces sécuritaires en Amérique latine et dans le reste du monde. On parlait avant la pause du fait que le Polisario s'appuie sur des gouvernements comme ceux de Cuba et du Venezuela. Est-ce qu'on peut élargir le spectre avec une vue plus globale sur l'Amérique latine? Est-ce qu'il y a d'autres pays du continent qui soutiennent le Polisario? Et deuxièmement, y a-t-il d'autres partis non gouvernementales
Le Venezuela et Cuba représentent un mouvement appelé la coalition bolivarienne. Ce mouvement est très actif dans 11 pays d'Amérique latine. Le Venezuela, Cuba, le Nicaragua, la Bolivie et certains pays des Caraïbes. Ces pays agissent de concert parce qu'ils appartiennent à cette même coalition avec les mêmes réseaux et les mêmes politiques. À ma connaissance, la Bolivie est différente du Venezuela, par exemple, depuis l'arrivée de Morales au pouvoir en 2006 après les élections de 2005. L'Iran a essayé d'établir des relations avec lui. Il n'avait pas d'ambassade dans ce pays avant l'arrivée de Morales. Pour assurer son expansion là-bas, l'Iran s'est appuyé sur le Front Polisario qui a une représentation en Bolivie parce qu'elle a fait partie du mouvement des non-alignés. Le front a servi de pont entre l'Iran et Morales. Le mouvement des non-alignés est né il y a 50 ans à l'époque nassérienne et du panarabisme. Ces orientations ont ensuite été transposées chez des mouvements moins importants en Amérique latine. C'est à travers les non-alignés que le Polisario a obtenu une certaine légitimité. C'est comme la Wasta, ils ont obtenu ce parrainage par un jeu d'influence. Exactement. Et de l'autre côté, comme ces mouvements sont motivés par une idéologie, ils ne s'appuient pas uniquement sur les pays, mais aussi sur des acteurs locaux. Ce sont des mouvements qui, en général, ne reconnaissent pas les frontières et de ce fait, ils circulent librement dans des zones qu'ils considèrent comme une extension idéologique pour eux. Parmi ces mouvements, il y a les FARC. Revenons, si vous le voulez bien, au forum de Sao Paulo que j'ai cité auparavant. Ce forum travaille sous la coupole du mouvement bolivarien continental qui était au départ un regroupement d'organisations non gouvernementales en Amérique latine qui ont soutenu la révolution d'Hugo Chavez ou la révolution bolivarienne qui, pour sa part, a soutenu les FARC qui pratiquent des activités criminelles et terroristes. En parlant du Polisario, vous avez dit qu'en plus d'être un mouvement révolutionnaire, il s'adonne au trafic de drogue, à la traite d'êtres humains et à d'autres activités hors la loi pour récolter de l'argent. Oui, et c'est le croisement dont j'ai parlé au début. Le Forum de Sao Paulo est aussi une plateforme à travers laquelle s'activent ces mouvements et pour unir leurs actions. Par conséquent, les FARC sont les plus grands bénéficiaires des opérations de contrebande. Le Polisario a jugé qu'il était nécessaire de développer des relations non seulement avec des acteurs internationaux comme la Bolivie et le Venezuela, mais qu'il communique également avec des mouvements comme les FARC en Colombie. Ce n'est pas un hasard si au cours des dernières semaines, les mouvements qui ont des contacts ont commencé à s'activer en même temps dans une sorte de manœuvre politique, le Hezbollah dans son conflit avec Israël, le Polisario en signant cette pétition, ou encore les FARC annonçant le début de la guérilla en Colombie. Toutes ces actions simultanées supposent une coordination entre ces mouvements. Il y a d'autres groupes comme le Hezbollah qui travaillent avec les FARC et le Polisario. Et récemment, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt un article qui parle d'une communication téléphonique entre le président vénézuélien par intérim Juan Guaidó, qui est reconnu par près de 60 pays, et le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita. Selon certains comptes rendus, Guaidó a informé Bourita que dès qu'il deviendra président, juste après le départ de Maduro, le Venezuela révisera sa position concernant le Sahara. Donc, je pose la question, quand est-ce que partira Maduro? Je suis sûr que si Guaidó prend les rênes du pays, il changera la politique complètement du Venezuela et ne reconnaîtra ni la pseudo-RASD, ni le Polisario parce qu'il croit en la légitimité des pays orientés vers l'Occident et le système international. Et le Maroc fait partie de ces pays. Le souci, c'est que nous sommes devant un problème similaire à la situation en Syrie. Ce que nous avons appris de la crise syrienne après 8 ans de guerre civile, c'est que l'affaiblissement de Bachar el-Assad ne signifie pas que l'on peut s'en débarrasser facilement. Il signifie plutôt qu'un Bachar el-Assad affaibli est plus facilement contrôlable par l'Iran, le Hezbollah, la Turquie et la Russie. Ces mêmes symptômes sont perceptibles au Venezuela. L'affaiblissement de Maduro ne signifie pas automatiquement qu'on en est débarrassé,
mais signifie simplement la limitation de son utilisation de ce système international. Ce sont les mêmes acteurs qui soutiennent Al-Assad en Syrie, Maduro au Venezuela ou le Polisario en Afrique. Je pense que ces réseaux ont pris conscience de l'importance de se regrouper. Ce ne sont pas des alliés normaux, mais s'ils se regroupent, ils feront face aux pressions américaines et ils réussissent relativement dans cette entreprise. De ce fait, je ne suis pas optimiste quant à une installation prochaine de Guaido à la tête de l'État. Je suis également persuadé que Trump continuera d'exercer une pression sur le Venezuela et ses alliés comme l'Iran et la Corée du Nord pour parvenir à une solution à ce conflit. C'est juste. Je suis heureux que vous ayez évoqué l'Iran parce qu'à mon avis, c'est un acteur important à plusieurs niveaux. Premièrement, avec l'aide de la Russie et à une certaine mesure de la Chine, les Iraniens maintiennent Maduro au pouvoir à travers le soutien diplomatique et surtout l'aide militaire et financière. Deuxièmement, pour l'Iran, le Venezuela est un pays extrêmement important parce que c'est le siège des opérations du Hezbollah qu'il utilise comme zone de transit et de coordination dans l'export de cocaïne et d'héroïne des pays d'Amérique latine vers les pays d'Afrique de l'Ouest et du Moyen-Orient. Le Hezbollah utilise le Venezuela comme centre de blanchiment d'argent. Parmi les actions à l'actif du président Trump, quand il a accédé à la Maison-Blanche, il a dit qu'il allait suivre sérieusement l'Iran. La batterie de sanctions américaines a pour objectif de priver l'Iran et ses milices des fonds qui servent à financer le terrorisme à travers le soutien apporté au Polisario, aux Houthis ou à Bachar al-Assad. Des sanctions ont été prises à l'encontre du Hezbollah et des sanctions plus sévères contre l'Iran, ce qui a permis de réduire ses exportations de pétrole. En tant qu'observateur des mauvais acteurs en Amérique latine, est-ce que vous avez vu les résultats des sanctions sévères imposées par le président Trump? Oui et non. Les sanctions sur l'Iran et le Venezuela, mais surtout sur l'Iran et le Hezbollah, ont enregistré des réussites tactiques. Elles ont muselé quelques milices et certains canaux utilisés historiquement pour le blanchiment d'argent. Ceci étant, un échec stratégique a observé au niveau tactique en éliminant certaines banques et réseaux. L'Iran a maintenant une communication limitée en Amérique latine depuis que l'administration Trump a doublé sa pression sur ce pays. Maintenant, si on se penche sur les sanctions comme moyen de changement de conduite, c'est ce qu'a annoncé le secrétaire américain au Trésor, je ne pense pas qu'un changement a été opéré dans les activités de l'Iran en Amérique latine. Nous sommes déjà passés par ça avec les sanctions multilatérales entre 2005 et 2013. Nous n'avons pas observé de retrait de l'Iran de l'Amérique latine, bien au contraire. Les Iraniens s'appuient plus sur l'Amérique latine. Pourquoi? Eh bien parce que certains pays ont offert un espace sécurisé et légitime pour l'Iran. Nous pouvons imposer des sanctions contre des gouvernements en les privant de transactions bancaires, mais les gouvernements ont des mécanismes alternatifs pour transporter les marchandises et transférer les fonds, mais aussi pour masquer les activités de ces groupes et améliorer leur capacité de défense. Et je pense que tant qu'on augmente les sanctions, ils compteront plus les uns sur les autres. L'objectif de la visite des représentants du Polisario à La Havane, c'est la signature de cette pétition. Pouvez-vous évaluer le sort de cette pétition? Arrivera-t-elle à l'Assemblée générale de l'ONU après sa présentation au secrétaire général pour critiquer les États-Unis? Et puis, quel est votre sentiment par rapport à tout ça et la répercussion d'une telle démarche sur le Polisario
le soutien américain aux activités diplomatiques de l'ONU concernant la question du Sahara. Les États-Unis avaient exprimé leur grande déception vis-à-vis de la MINURSO qui rallonge la durée du conflit et qui est une partie du problème et non une partie de la solution. Les États-Unis ont soutenu le raccourcissement de la durée du mandat de la MINURSO ou même la suppression de la MINURSO. Le soutien de Maduro au Polisario affaiblira le soutien des USA au processus onusien et augmentera l'impatience des États-Unis à l'encontre du Polisario quand on les voit tisser des relations avec toutes ces parties non gouvernementales anti-américaines. Comment vont se passer les choses concernant l'affaire du Sahara au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU? Si le Polisario cherchait la légitimité auprès de l'administration Trump, il n'aurait pas dû signer cette pétition à La Havane. La signature va leur porter préjudice parce qu'ils ont envoyé un message clair à l'administration Trump et aux gouvernements occidentaux en signifiant qu'ils se positionnent clairement aux côtés d'acteurs et de réseaux bien particuliers. C'est un signal clair pour l'administration Trump, à mon sens, et qui doit être suivi du plus haut degré de fermeté. La question, c'est que vont faire l'ONU et le Conseil de sécurité dans ce contexte. Je pense que tout dépend de ce que vont dire la Russie et la Chine, qui sont des membres permanents du Conseil de sécurité et qui protègent historiquement ces petits acteurs en utilisant leur droit de veto. Maduro bénéficie également de leur protection. Je pense qu'ils chercheront à avoir le soutien de la Russie et de la Chine à l'ONU. Une minute nous sépare de la fin de cette émission et j'ai une ultime question. Au vu de ce que vous avez dit sur le Polisario et de ses relations avec les FARC en Colombie, avec l'Iran et le Hezbollah, pourquoi le Polisario n'a-t-il pas été classé comme organisation terroriste par les États-Unis? C'est une question formidable, mais le temps nous presse. Il y a un grand nombre de groupes qui n'ont pas été classés comme organisation terroriste en Amérique latine. Nous avons pris des mesures contre le Hezbollah, mais il y a d'autres mesures qui n'ont pas abouti, non par manque de volonté, mais parce qu'il y a des mécanismes judiciaires qui font défaut. Je ne peux pas parler de l'administration, mais elle doit certainement faire ça, parce que nous sommes face à des acteurs illégaux dont les intérêts se croisent. Tous les pays doivent parler le même langage et avec le même cadre judiciaire en offrant des mécanismes adéquats pour nous protéger tous. Joseph Oumire, merci pour ce débat très intéressant. Chers téléspectateurs, une idée intéressante à relever à la fin de cette émission. Il faut classer le Polisario comme organisation terroriste parce qu'il n'est pas différent du Hezbollah, des FARC et des autres groupes qui sont sur la liste noire des États-Unis. Ce sont les mots de notre invité expert. Merci pour votre attention et à bientôt.